bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement au troisième volet de la saga Avatar, nommé Avatar de feu et de cendres, qui sort ce mercredi 17 décembre au cinéma. Ensuite, on s'active sur Tous en son, le festival de création musicale jeunesse, jusqu'au 21 décembre à Marseille, Aix-en-Provence et alentours. Et pour finir, on débat sur la place de la femme dans le foot, dit masculin. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est enfin l'heure de continuer la saga emblématique de James Cameron, Avatar. Le troisième volet sort ce mercredi 17 décembre dans les salles obscures. Ce film évoque une attente énorme du public où les deux volets précédents ont marqué les esprits par leurs effets visuels et révolutionnaires. Si tu n'as pas vu les deux premiers films, c'est le moment de te faire un petit marathon avant d'aller découvrir le nouvel opus au cinéma. Mais si t'as la flemme, car je peux comprendre parce qu'ils sont longs à voir, je te fais un petit récap by Mal. L'histoire se déroule sur Pandora, une lune luxuriante peuplée de Na'vi, une civilisation humanoïde bleue vivant en harmonie avec la nature. On suit l'histoire de Jake Sully, ancien marine paralysé qui remplace son frère jumeau décédé dans le programme Avatar. C'est une fusion biologique entre humains et corps Na'vi. La mission est d'infiltrer les Na'vi et faciliter l'exploitation minière du précieux minéré par la corporation humaine RDA. Sauf que, plot twist, lors de sa mission, Jake tombe amoureux de Neytiri, une Na'vi qui l'a intégré à son clan et qui l'entraîne pour être un vrai Na'vi. Alors Jake, il est pas fou, il choisit l'amour et il refuse que la RDA détruise la forêt. Alors les Na'vi gagnent la bataille contre les humains et Jake transfère sa conscience définitivement dans son corps Avatar et devient un Na'vi à part entière. Ok, tu es prêt pour le récap du deuxième film ? Des années après la bataille Na'vi contre humains, Jake et Neytiri ont fondé leur petite famille de plusieurs enfants. Mais les méchants RDA reviennent sur Pandora pour reprendre le contrôle, ce qui oblige les Na'vi à fuir leur territoire. Alors Jake et sa famille se réfugient auprès du peuple Mekania, une tribu Na'vi vivant dans l'océan, et ils doivent apprendre à s'intégrer dans ce nouveau climat loin de la forêt. Spoiler alerte, le fils aîné Neytiri finit par mourir lors de la bataille finale de ce film et Jake et sa famille finissent par se remettre de l'attaque des humains auprès de leurs nouveaux amis. Ce deuxième film est important car il prépare le terrain pour de nouvelles aventures et conflits, notamment avec des tribus plus agressives, celles qui sont présentées dans le troisième film. Justement, d'après la bande-annonce, l'histoire reprend où Jake et Neytiri font face au deuil de leur fils et aux nouvelles menaces sur Pandora. Oui, d'accord, je ne suis pas une bande conteuse, mais attends, je t'explique pourquoi il ne faut absolument pas rater ce troisième volet au cinéma. Déjà, tu as l'expérience visuelle qui est immersive. James Cameron, le réalisateur, a repoussé les limites de la 3D, de la capture de mouvement et des effets spéciaux, ce qui rend Pandora encore plus spectaculaire que jamais entre les forêts, les océans et les volcans. Tout est pensé pour émerveiller sur le grand écran. Les personnages ont eu une évolution dingue. Jake et Neytiri ont une famille à qui on s'est attaché et où chacun peut se retrouver dans un personnage, un père, une mère, un fils, une fille, un frère ou une sœur. L'émotion promet d'être au rendez-vous entre amour, deuil et vengeance. Le film cumule action spectaculaire et émotion intense. Mais surtout, c'est encore un film d'actualité. Pandora est le miroir de nos enjeux environnementaux entre écologie et respect de la nature, où certains ont encore du mal, malheureusement. En résumé, Avatar de feu et de cendres, ce n'est pas juste un film, c'est une expérience sensorielle complète. Tu ressens Pandora, tu vis l'aventure, tu t'immerges dans l'histoire et tu comprends les enjeux des Na'vi comme jamais auparavant. Et puis, le voir sur un petit écran ou un streaming, c'est un peu lire un roman graphique en noir et blanc alors qu'il a été conçu en 3D et en couleur intégrale. Alors, dis-moi ton ressenti sur ce troisième volet en commentaire. Le festival Tous en son se déroule du 2 au 21 décembre à Marseille, Aix-en-Provence et alentours. Il met en avant la création musique jeunesse comme la musique contemporaine, électro et spectacles musicaux, parfois mêlés à des formes artistiques variées comme des images, des expérimentations sonores et des spectacles jeunes publics. Pour cette 7e édition, le festival adopte un thème engagé, le care, soit à l'attention à soi, aux autres et au monde, exploré à travers la musique, le son et l'émotion. Mais c'est quoi le programme Mal ? Oui, j'y viens et franchement, il y a de quoi. Entre créations originales comme La planète sauvage par l'Orchestre national de jazz
ou encore Allo Lola par la compagnie Puissant Musique, ou encore l'Aubrac Fantôme par la compagnie Lex Central. Vraiment, t'es servi de tous les côtés. Mais pourquoi y assister ? C'est simple, si tu es du sud-est ou si tu es prêt à y aller, c'est un bon moyen de sortir de l'hiver en musique, sans l'atmosphère typiquement Noël, pour un contenu plus original, tourné vers l'art et la sensibilité. Le mélange de musique, d'art et de création et d'émotion rend ce type d'événement intéressant pour un public large en famille, entre jeunes, mélomanes, amateurs de spectacles, ou si tu es tout simplement curieux. C'est l'occasion de découvrir des artistes émergents ou des projets audacieux, souvent plus avant-gardistes que sur les grosses scènes habituelles. Alors, tu vas voir quoi toi ? Et pour finir, on termine sur un débat féministe. Et oui, il est important d'en parler. En Europe, le salaire moyen des joueuses professionnelles est encore très inférieur à celui de ses confrères masculins. Par exemple, un joueur de PSG masculin peut toucher plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, tandis que certaines joueuses professionnelles touchent moins de 5 000 € par mois en début de carrière. Bon, maintenant que tu as la différence en tête, est-ce que l'égalité est une question de justice ou d'économie ? Comment la médiatisation, que ce soit la télé, les réseaux sociaux ou les sponsors, peut-elle réduire cet écart ? En fait, la reconnaissance médiatique des femmes dans le sport augmente et le spectacle est tout aussi attractif. Et c'est trop bien ! Mais voilà, le financement devrait aussi refléter ça. Mais d'un autre côté, les revenus générés par les matchs et les sponsors sont encore plus faibles, donc il faudrait d'abord augmenter la rentabilité. Ensuite, les équipes féminines jouent souvent dans des stades plus petits ou moins bien équipés. Les horaires de diffusion télé sont moins attractifs, par exemple en pleine semaine, en plein après-midi au lieu du samedi soir, ce qui réduit considérablement la visibilité et les recettes. Mais alors, faut-il investir dans des infrastructures pour booster la performance et attirer les spectateurs ? Oui, et il faudrait bien au bout d'un moment. C'est important d'investir dans les infrastructures et la médiatisation est essentielle pour professionnaliser le foot féminin et attirer un public plus large. Par contre, les clubs doivent d'abord démontrer leur capacité à remplir des stades et générer des revenus afin d'obtenir les mêmes financements. Et pour finir, le manque de financement limite les centres de formation, les programmes jeunes et le développement du foot féminin dans les écoles et clubs locaux. Mais alors, une meilleure égalité financière peut-elle inciter plus de filles à jouer au foot dès le plus jeune âge ? L'investissement égal permet de créer des modèles inspirants et d'élargir le vivier des talents. Mais certains estiment que le développement doit être progressif et basé sur la demande réelle. Cette progression féminine dans ce sport montre que la visibilité et les investissements ont un impact direct sur l'attractivité du sport féminin dans sa globalité. Mais d'après toi, cette augmentation est-elle suffisante pour justifier un financement égal avec les clubs masculins dès maintenant ? Ou alors, faut-il encore attendre que la pratique et le public se développent davantage ? Je te laisse y réfléchir dans ta tête ou en débattre un peu plus avec tes proches. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.